Bonjour Dr Steven Lorey, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-François, papa positif, c'est super d'être avec vous ici aujourd'hui. Eh bien, on va parler effectivement de parentalité, mais on va surtout parler de méditation et de pleine conscience parce que j'ai beaucoup de questions, notamment après la lecture de ce livre. La méditation, c'est bon pour les enfants, et j'ai également lu vos autres ouvrages. Je suis passionné par ce sujet et je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, c'est certainement réciproque, c'est formidable ce que vous faites, très inspirant. Merci. La pleine conscience, qu'est-ce donc? Alors, on peut l'appeler pleine conscience, pleine présence, c'est ce défi d'être vraiment ici, hein. Donc là, on est en train d'avoir cette interaction et, et pourtant, j'ai ce défi, je ne sais pas vous, mais parfois je me projette dans le futur parce que j'ai un autre meeting après, je vais voir la vice-rectrice, je dois encore dire ça et ça, et puis après je dois aller chercher les enfants, ou la réunion justement avec la vice-rectrice là avant, pourquoi elle m'a dit ça et j'aurais dû répéter. Donc notre cerveau il peut pas s'empêcher de penser. Il est très fort pour anticiper et on passe pas mal de temps dans le futur à s'imaginer ce qui va se passer. Et puis évidemment, on apprend de ce qui s'est passé et parfois on passe beaucoup de temps aussi dans un passé que de toute manière on ne peut pas changer. Et donc la pleine conscience est une invitation à entraîner notre attention à vraiment être ici. Pour moi, c'est un énorme défi. Et dans le livre, merci de le mentionner, la méditation c'est bon pour les enfants, c'est vrai. J'ai pas énormément de crédit, hein. C'est mon épouse qui est psychologue, qui Oui. est prof de pleine conscience. Euh, Elle a inventé ces histoires qu'on raconte avec les enfants. On a deux enfants ensemble. Moi, j'ai trois grands-enfants aussi. Famille recomposée avec tous les défis. Cinq enfants, un job à l'hôpital, à l'université. On est sur différents continents. Donc, j'essaye de partager que oui, la pleine conscience, ça peut être utile. La méditation, hein, parce que la pleine conscience est une forme de méditation, euh, peut nous aider à gérer les défis de la vie de tous les jours et en particulier comme parents. C'est pas un vrai challenge de répondre à toutes ces attentes et la pression qu'on Oui. se met. Notamment le fait de pouvoir se connecter à nos enfants dans le sens où ces pensées qui parfois sont un peu comme ce singe que vous évoquez dans vos livres, eh bien nécessitent d'être observées, d'être apaisées pour qu'on puisse se retrouver véritablement dans une connexion, je vais peut-être dire cœur à cœur si on peut imaginer cela, avec notre environnement adulte et plus particulièrement les enfants qui ont besoin de cela pour sentir cette sécurité intérieure et pour pouvoir s'apaiser aussi à notre contact. Oui. Et à nouveau, je suis pas un maître zen, je suis pas toujours exemplaire comme papa, mais on apprend hein, de nos erreurs et je crois beaucoup dans la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de apprendre et de faire les choses autrement. Donc j'ai aucune leçon à donner ici, Jean-François, mais on essaye et ça résonne évidemment avec les cinq enfants, avec une vie professionnelle très active. Et puis les loisirs, on veut quand même aussi se développer, aller voir nos amis, lire un livre, écrire un livre. Comment est-ce qu'on fait? Personnellement, je je travaille encore cela quand je suis ici au Canada. Hein, je vous parle du Canada. On peut faire des promenades formidables et pourtant parfois je suis pas vraiment avec eux parce qu'il y a l'hôpital qui appelle et je suis sur mon cellulaire où je réponds à un message ou même quand je suis pas sur un écran en pensée, comme on disait, je suis avec la vice-rectrice ou avec, c'est un peu pathétique. Et puis le petit là, je prends dans le livre le petit Louis et Oui, Margot, ces petits maîtres zen. Alors bon, ils sont pas toujours, hein, c'est souvent le chaos, croyez-moi. Mais quand même, quand on fait une promenade et qu'il ou elle voit un truc sur le chemin, ils sont vraiment là. Et donc, la pleine conscience, quelque part, je pense, c'est
redécouvrir quelque chose qu'on avait. Comme voilà, ils sont, ben voilà, c'est l'automne maintenant, en train En de plus, découvrir et d'être vraiment pleinement conscient. Donc, comme vous disiez, c'est être à l'écoute, hein, prendre le temps dans cette relation, que ce soit avec les enfants, avec notre partenaire, mais aussi avec la nature. La nature, on peut vraiment décider consciemment, ben voilà, peut-être parfois je fais une promenade tout seul, je prends un moment pour apprécier qu'est-ce que je vois là. Là, je regarde par la fenêtre, je vois ces couleurs des feuilles qui changent. C'est décider où est-ce que je mets mon attention. Ou quand je suis dehors, le soleil sur ma peau, peut-être la pluie, ou quelles sont les odeurs. Ça aussi, c'est une forme de pleine conscience où, oui, on est avec l'autre, si on est en présence de quelqu'un, ou on va apprécier ce qui nous entoure, ce qu'on ressent quand je fais une course à pied, comment mon pied touche le sol, etc. Donc tout cela sont des formes de pleine conscience et ça doit pas toujours être formel. Je suis en tailleur, je prends mes 20 minutes avec des enfants, c'est déjà pas toujours possible. On peut vraiment donner une place à ça dans la vie de tous les jours. nous passons 50 à 70% du temps à penser. J'ai trouvé ceci énorme, en fait. Ce qui veut dire que c'est pratiquement, enfin, c'est une pratique, disons, que nous ferions bien d'adopter tous, parce que c'est 50 à 70%, on va rajouter d'autres pourcentages. 95% des pensées sont répétitives et 20% seulement sont positives. Oui, donc comme on disait, hein, le cerveau il peut pas s'empêcher de penser. Moi, je suis neurologue, neuroscientifique. On utilise ces machines, l'IRM fonctionnel, léger à haute densité, le PET scan, tout ce qui est possible pour quantifier qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. On a étudié beaucoup le cerveau blessé, le coma, le sommeil, l'anesthésie générale. Eh bien, je sais maintenant, après presque 30 ans de neurosciences cognitives, que même dans ces situations-là, coma, sommeil, anesthésie, il y a encore une activité, il peut y encore avoir une forme de pensée. Il faut vraiment qu'on regarde la mort cérébrale, hein, pour que il n'y a plus rien. Donc oui, on pense et on se projette très souvent dans le futur ou on est dans le passé. Et donc, bah, finalement, on n'a pas beaucoup du temps vraiment présent, vraiment là, que ce soit avec notre enfant, notre partenaire ou même au boulot, hein, sur le projet ou pour un étudiant qui est en train d'apprendre ou de travailler sur quelque chose de spécifique, ben, mon esprit s'évade, c'est le vagabondage de l'esprit, en anglais le mind wandering. Alors, c'est pas nécessairement négatif parce que ça me permet d'être créatif, d'avoir des super idées, eureka, évidemment apprendre, d'anticiper, bah, c'est important. Comme parent, il faut quand même s'assurer que bah, on a un toit, il faut payer les factures, c'est une réalité non négligeable. Mais parfois, on en fait un peu trop, hein. On s'imagine des scénarios catastrophes. Et pourquoi tellement de pensées négatives? Ben on connaît Darwin, hein, c'est l'évolution, c'est ces millions d'années qui ont fait qu'on est toujours là, qu'on a survécu parce que justement, on a ce biais. J'ai mangé un fruit, j'étais malade pendant 5 jours, je vais pas l'oublier. Ou à cet endroit-là, bah, il y a un ours qui est sorti de sa grotte, j'ai intérêt à pas l'oublier, sinon je vais mourir. C'était important pour l'espèce et donc euh, il y a ce petit biais. Et comme médecin, il est encore plus présent parce que mon job c'est toujours se dire là il m'a dit qu'il avait mal à la tête. Est-ce que ça pourrait pas être une tumeur au cerveau? Donc on a Mm. toujours ce biais pour éviter le pire. Alors que très souvent, évidemment, bah, c'est autre chose qui se passe dans la vie de tous les jours, hein. On est en train de s'imaginer, la maison, je sais pas moi, il y a de l'eau dans la cave, ok, mais très très souvent, c'est ce qui se passe un mardi après-midi. Personne avait pensé à cela et pourtant ça va impacter notre vie. Donc c'est ce défi de trouver le juste milieu, hein.
Oui, Oui. c'est important comme parents responsables de quand même de se tracasser un peu, hein, de prendre soin de nos enfants, de nous-mêmes, de cette réalité financière, etc. Mais parfois on en fait trop. Et donc être conscient de ça, c'est la première étape. Hein. Ah, Mhm. le monkey mind, là au début, ça peut même paradoxalement être pire parce que soudainement je me rends compte de tout ce qui se passe là-haut, ces pensées qui sautent de l'un à l'autre. Mais donc la bonne nouvelle, c'est que je peux apprendre à contrôler finalement à quoi où est-ce que je mets mon attention. Ça, c'est quand même un choix conscient et de mettre ce petit moment de réflexion. Parfois, il y a un truc qui arrive et hop, je suis déjà parti. Euh, et je peux aussi juste observer, me donner un moment et dire là, je suis reparti. J'ai telle ou telle pensée, je vais mettre une étiquette, je vais le verbaliser et donc je suis moins cette pensée, ça peut être une angoisse, une colère donc beaucoup plus facile Mhm. à dire qu'à faire, mais les études montrent quand même qu'on a cette capacité, c'est une forme de gymnastique mentale, et c'est quelque part dommage qu'on ne l'a pas appris à l'école, parce que c'est vraiment un skill, hein, c'est quelque chose que je pense est un peu négligé, mais on peut, et à travers votre podcast, être inspiré par ce qu'on sait maintenant et ce qui a vraiment été démontré par les neurosciences. Oui. Et là, les parents vont particulièrement être attentifs, et en pleine conscience, je l'espère, en écoutant la voix, peut-être en fermant les yeux, parce que c'est ça aussi, ces petits moments de pleine conscience qu'on peut s'apporter au quotidien, sur cette masse, effectivement, et cette anxiété qu'ils peuvent ressentir au quotidien, mais surtout le fait que ce soit, c'est pour ça que j'ai donné ces pourcentages, ce soit souvent des pensées répétitives et négatives, et ce biais de négativité qui soit ici et qui alimente souvent cette anxiété, et le fait de passer de ce positionnement d'observateur de ce qui se passe en termes de pensée. Vous donniez l'image de nuages dans votre ouvrage. Et le fait de aussi prendre conscience que si nous accueillons le ressenti, eh bien ça passe plus vite. C'est valable pour l'anxiété, c'est valable pour les pensées, c'est valable aussi pour les émotions. Le fait de prendre cette conscience-là et de faire travailler cette partie du cerveau, hein, vous me dites, hein, c'est vous le spécialiste, le cortex préfrontal, qui va venir peut-être apaiser ce cerveau limbique et ces amygdales cérébrales qui sont en train de sonner parce qu'il y a l'alarme là-dedans, oh là là, il va se passer quelque chose de grave. Ceci permet avec la pratique, de gagner une sorte de sérénité de plus en plus grande, on va dire, et cette sérénité, qui nous ouvre donc la porte aussi de ce cortex préfrontal, que ça va un peu dans les deux sens, nous permet en même temps de nous connecter plus facilement par empathie avec nos enfants et notre environnement humain. Tout à fait. Donc, il y a ce biais, hein, comme vous disiez, oui, attention, pensée négative, répétitive aussi, on est très fort quand il y a quelque chose qui se passe. Ben finalement, c'est un moment, un événement, mais on est très fort pour le ramener encore et encore et encore. Et donc, cette prise de conscience, de dire, ah oui, je Mhm. comprends maintenant comment ça fonctionne, et aussi le fait que à côté de ces différents réseaux, hein, alors c'est très compliqué, le cerveau, euh, c'est des milliers de milliards de connexions qui changent tout le temps. Il y a des structures qui sont plus importantes, hein. On parle de ce réseau émotionnel et donc le noyau amygdalien, il est important. C'est lui qui va quelque part donner l'alerte quand il y a une situation que je perçois comme dangereuse. Et puis il y a aussi cette capacité de réflexion, de choix, le cortex préfrontal, il y a aussi le cortex singulaire antérieur, le cortex insulaire, donc c'est très très complexe dans une soupe neurochimique, hein, on ne va pas trop réduire une émotion à une partie du Mhm. cerveau, à un Bien sûr. neurotransmetteur, c'est comment tout cela interagit et malheureusement, parfois, la spirale négative. C'est-à-dire, là, dans ma vie, c'est compliqué, hein.
peu importe, ça peut être au niveau relationnel. Dans le livre, la méditation, c'est bon pour le cerveau. Je partage un peu mon vécu, hein. Oui. J'étais tout seul avec les trois enfants. Là, ça ruminait à fond. J'arrivais plus à dormir. Comment est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce qui va se passer? J'étais parti. Mhm. Et ce qui est particulier, c'est que ce stress, cette anxiété, elle va impacter ma vie. Je vais avoir des difficultés de m'endormir, hein. Si je dors pas bien, eh bien ça va encore augmenter ce réseau hyperactif avec vraiment des changements structurels. L'amygdale, elle va encore devenir plus réactive. On voit carrément que sa taille augmente. Et donc ça, c'est un effet un peu pervers, paradoxal, que le stress, l'anxiété fait que il y a un changement dans mon cerveau qui me fait réagir encore plus Mhm. euh, hyper anxieux. Et là, ça peut être le cercle vicieux. Se rendre compte de cela, ce moment d'observation, de prise de distance, nous permet vraiment de changer. Pas uniquement d'ailleurs la méditation, mais aussi de justement être attentif à la qualité de mon sommeil. C'est très très important le sommeil, l'activité physique. Si je vais aller courir par exemple, les études montrent 3 fois par semaine, 20 minutes activité aérobique, je transpire, ça change les neurotransmetteurs. Je vais faire plus attention à la qualité de ma relation, mon environnement de travail, ce que je mange. L'un va influencer l'autre, c'est très complexe, mais il y a donc cette capacité à investir dans des bonnes habitudes de vie, de s'intéresser à ces techniques, que ce soit la pleine conscience, la méditation, le yoga, la sophrologie, l'auto-hypnose. C'est tout des possibilités, hein. Parfois on a des a priori d'ailleurs, hein. Oh non, Oui. non, j'y crois pas, c'est ésotérique. Non, c'est des techniques qui nous permettent de gérer cela différemment et en même temps être plus attentif à une vie plus saine. Ça, c'est pas rocket science, hein. On le sait, le défi, c'est de le faire. Et donc, cette prise de conscience, elle est très très importante. Et la neuroplasticité, elle va dans les deux sens. On a vu la spirale négative, cette amygdale qui est plus grande et Mhm. qui va être hyper active. On l'a vu avec le Covid d'ailleurs, d'autres structures Oui. comme l'hippocampe qui deviennent plus petites parce que le stress est neurotoxique. Mais évidemment, la bonne nouvelle, c'est quand je change mes habitudes, je vois aussi les changements comme on l'a vu chez les moines bouddhistes, hein. Dans le livre, je prends Mathieu Ricard, le Oui. super cobaye qu'on a mis dans nos machines, le grand moine bouddhiste, traducteur du Dalai Lama, formidable personne, mais faut pas être un maître zen ou un bouddhiste, ou on peut l'adapter à notre réalité. Oui. Vous parliez de l'hippocampe, donc impliqué dans l'apprentissage. Un hippocampe dont on voit effectivement, on voit les effets par exemple de ce Covid dessus. Également, lorsque en classe, les élèves subissent un peu des méthodes coercitives ou en tout cas une certaine menace un peu permanente par rapport à leur apprentissage. On peut le rappeler, c'est délétère et ce sont aussi des principes au niveau de la pleine conscience et de la méditation qui viennent un peu contrer cela, puisqu'en réalité, on va donner aux enfants et aux parents d'ailleurs les outils pour quand même se protéger de facteurs de stress et d'un environnement stressant. Je trouve que c'est très intéressant de voir que on va comme ça développer à la fois la protection mais aussi la résilience ensuite. Oui, tout à fait, hein. C'est un mot qu'on utilise souvent de nos jours. Résilience, ça veut dire quoi? C'est cette capacité à m'adapter quand même à une réalité qui change en permanence et à remonter quand il y a des situations plus difficiles. Euh, il y a un autre terme qu'on utilise en neurosciences cognitives, c'est la flexibilité cognitive. Mhm. On l'a étudié, on a publié par exemple les entrepreneurs. Donc là, c'est les adultes. On a choisi cette population-là parce que l'entrepreneur, et à nouveau avec le Covid, c'était très très clair, tous les jours, il est confronté quand même à des défis, hein. Il a une société, beaucoup de personnes impliquées, et certains ont fait faillite pendant le Covid, et beaucoup.
et puis d'autres ont fait fortune. Donc, ce qu'on a observé, c'est que ce qui semble être vraiment clé, c'est cette fameuse flexibilité cognitive. Ça veut dire comment est-ce que l'entrepreneur, mais c'est vrai pour chacun de nous, hein, comme parents, on est des entrepreneurs pour gérer la maison, la famille, et c'est vrai pour les enfants aussi, hein, qui vraiment ont plein de choses à faire, l'école, leurs loisirs, etc. Donc, comment je fais quand ça va pas du tout comme prévu, et parfois c'est le cas. Donc, on a, avec l'imagerie, montré qu'il y a des connexions entre l'insula, le cortex préfrontal, qui sont donc plus développés chez des personnes qui ont plus cette capacité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous apprendre à être un peu plus résilient, à être un peu plus flexible, parce qu'évidemment la vie, ben, c'est ça, je le vois comme médecin. Parfois, il y a un accident, hein, ça c'est malheureusement mon quotidien. Les parents qui ont perdu un petit parce qu'il y a un accident de voiture, il y a une hémorragie cérébrale, une méningite, c'est des catastrophes où d'un moment à l'autre, notre vie bascule. Comment est-ce que je fais dans ces situations-là? C'est très très extrême, mais c'est vrai pour, je dirais, tout le monde à notre échelle. Et pour les enfants aussi, que je donne beaucoup de conférences, je vais parler à des écoles comme à des grandes entreprises. Pour les grandes entreprises, je pose la question, mais ma première question, Jean-François, c'est comment ça va? Mais comment ça va vraiment, hein? Oui. Et c'est la même Ah chose oui. avec les enfants. Et puis on fait, parce que je suis un scientifique, des questions, hein, je veux un petit peu aller plus loin. Comment est le sommeil? Est-ce que parfois il y a des idées noires, des angoisses, et c'est surprenant comment, quelque part, ben, le pourcentage d'adultes que je vois dans ces grosses boîtes ou les enfants dans nos écoles, eh bien, c'est pas évident pour eux, hein. Ils vivent aussi avec beaucoup d'attentes, euh, dans un monde en plus hyper connecté. Mm. Comment je suis perçu par l'autre et comment aussi les réseaux sociaux font que c'est 24 heures sur 7 là où il y a ce tracas, il y a ce défi de gérer cela et donc je dirais plus important que jamais de donner à nos enfants ces outils, de dire ben, c'est normal, la vie c'est pas toujours je suis heureux, ça n'existe pas. Parfois il y a des choses qui se passent et qui peuvent nous fâcher, qui peuvent nous rendre tristes, et c'est ok, hein. Oui. Et on n'est pas seul, et ça passe, hein, parce que quand on est dans le creux de la vague, on voit plus rien que ce Oui. nuage noir, mais comme vous disiez, ben, le ciel il est toujours là, et les nuages là, de toute manière, ça change. Et donc, en parler, c'est très important. Parler des neurosciences, oui, ça peut aider à Oui. convaincre, hein, les sceptiques, mais finalement, Rationnellement. c'est une pratique. Il faut le faire. C'est pour ça que on donne des petites, des exemples à raconter aux enfants, mais quand même aussi à montrer un peu le bon exemple, parce que mon épouse me dit souvent, il y a des parents qui viennent, prenez le petit parce que c'est impossible. Mais qu'est-ce que nous on montre aussi comme exemple, hein, Oui. si nous on est super stressé dans notre boulot, les disputes avec notre partenaire, etc., ben, le petit c'est comme une éponge, là, il prend tout. Donc, méditons ou soyons un peu plus intéressés dans ces techniques-là, parce que vraiment ça fait du bien à tout le monde, à la dynamique familiale. Il n'y a pas que les enfants. Vous parlez d'absorption des émotions, notamment des enfants, par rapport aux parents. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un travail conjoint du parent, d'ailleurs, qui pourrait même enfin, débuter individuellement par le parent lui-même, même avant qu'il soit parent, et ensuite, bon, bien sûr, une fois qu'il est parent, comme une sorte d'hygiène de vie. D'ailleurs, on parlera peut-être de cette étude que vous avez menée qui s'appelle Bien dans sa peau, je crois, en Belgique, qui pourrait aussi venir dans ce sens-là. Mais alors, pour revenir sur cette absorption des enfants, des émotions des parents, je l'aborde souvent aussi en conférence. Le fait que déjà, comment ça fonctionne déjà? J'aimerais bien comprendre au niveau du cerveau ou au niveau du corps, comment un enfant arrive à percevoir. Alors, c'est peut-être ça justement, une perception de signaux d'alerte chez le parent, des signaux parfois inconscients, des micro-expressions, etc. Ou alors est-ce qu'il y a, ça s'absorbe à un autre niveau et qu'il y a une autre perception que celle-ci?
Alors il y a plusieurs niveaux, hein. On ne se rend pas toujours compte que l'enfant il perçoit beaucoup plus. Euh, Certainement, il y a nos discussions. Je suis en train de discuter avec mon épouse. Hmm. On ne fait pas nécessairement attention aux petits là, mais ils entendent, ils écoutent, et même de manière non verbale. Quand je suis pas bien, ben, ils vont le ressentir. Et puis, il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Euh, Mhm. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose, dans mon cerveau, ce circuit neuronal s'active. Ça a été découvert par hasard d'ailleurs chez des chercheurs italiens qui étudiaient le singe. Et il y avait des électrodes dans sa tête, et puis il mangeait une banane devant lui, c'était la pause, et ils ont vu que ça s'activait là sur leur système d'enregistrement, et donc pour le singe, voir quelqu'un qui mange une banane ou manger une banane soi-même, ben, il y a ces fameuses neurones miroirs qui ont été identifiés, qui sont activés tout le temps dans nos interactions, hein. Quand je vois quelqu'un qui fait comme ça, ben, j'ai tendance à faire comme Hmm. ça. Je vais mimer. Ça nous permet, comme animal social, être empathique, d'être justement plus fort ensemble, de tenir compte de ce que l'autre fait, même pense. Donc nos enfants, ben, ils passent quand même beaucoup de temps avec nous. Oui, ils sont à l'école, c'est très important. Mais comme parents, on a un grand rôle. Après, je veux certainement pas culpabiliser les parents parce Hmm. que le papa parfait n'existe pas. La Non. maman parfaite, on fait ce qu'on peut, hein. C'est vraiment important de souligner. Mais il y a quand même une série de choses qui, oui, on a à nouveau pas nécessairement appris à l'école et ça vaut la peine d'en parler parce que oui, il faut pas penser assez difficile. Je vais le mettre à un cours de méditation et ça va être réglé. Bah, il y a une série de choses qu'on peut faire ensemble et à nouveau, euh, on le voit, les études le montrent que c'est bien de voir ça comme un projet où tout le monde participe. Et justement, vous pourriez nous parler de ce programme, cette étude qui a eu lieu bien dans sa peau, avec plusieurs semaines de pratique et les effets que cela a eu justement sur l'adulte? Oui, donc ça c'était une étude où c'était l'université de Gand en Belgique qui a proposé des exercices de méditation assez simples. Donc c'est quoi? C'est décider où j'oriente mon attention, la respiration, apprendre aux enseignants, hein, ces outils-là. Et on a donc mesuré non seulement comment ça a impacté, je dirais, la qualité de vie avec une série Mhm. de mesures dans les échelles utilisées en psychologie pour les enseignants, pour les enfants, et on a vu que ben, c'est possible de donner une place à cela, hein, parce qu'ils ont déjà beaucoup de cours, mais beaucoup quand même mettre l'accent sur la connaissance et malheureusement trop peu sur ben, les soft skills, hein, comment est-ce que je me Oui. sens, comment est-ce que se sent l'autre. Et donc à travers ces exercices assez simples, on a pu observer, publier que ça a un effet sur les enseignants positif. C'était en période de Covid en plus, donc c'était vraiment Ah oui. un exemple où il y avait un stress supplémentaire qui s'ajoutait. Et c'était bien pour les enfants. On n'a pas encore publié les résultats, mais je peux les partager. Donc c'est pas une baguette magique, hein. Le Covid était toujours là et les défis aussi, Oui. mais ça a quand même permis de démontrer avec des échelles et des statistiques qui ont suivi une cohorte de centaines et de centaines d'étudiants et les enseignants qui étaient avec eux dans la classe de partager avec la communauté scientifique l'effet positif. Alors, c'est une pratique que je conseille souvent aux parents. Les parents qui s'y mettent, qui s'y adonnent, relatent qu'effectivement, en termes d'accueil de leurs émotions, de régulation de leurs émotions, ça se passe beaucoup mieux. Et en termes d'accompagnement des émotions de leur enfant, ça se passe également beaucoup mieux, notamment dans des phases critiques comme les colères de l'enfant. Alors,
Dans votre ouvrage, vous parlez d'une stratégie de visualisation et notamment de régulation pour l'enfant, une stratégie ludique. Donc via ces histoires, hein, j'en parlerai plus longuement dans la semaine, je mettrai quelques extraits si vous m'autorisez à le faire. Avec plaisir, Euh, merci beaucoup. et donc la boule de neige, de quoi s'agit-il? Alors la boule de neige permet de illustrer que là-haut, parfois, c'est tellement agité qu'on voit plus clair, hein. Et donc on connaît les boules de neige, ça peut être une boule de neige qu'on achète, hein, les trucs de souvenirs, ou même on peut prendre un pot qu'on remplit de terre. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être brun, opaque, où la boule de neige, il y a des petits flocons partout, je ne vois plus vraiment à travers. Et si j'arrive déjà à constater, wow, là c'est un peu agité, là, hein, c'est un peu flou, je me permets une pause. Le plus difficile pour moi, c'est de dire exactement j'en ai besoin, là j'arrête. Et si j'y arrive et que je m'arrête vraiment et que je laisse un peu de temps, eh bien qu'est-ce qui se passe? Les flocons de neige tombent. La terre qui était un peu partout, mon bocal était tout brun. Eh bien, je vois que l'eau devient claire et ça se pose sur le fond. Et c'est une image qui illustre un peu comment ça fonctionne là-haut. Quand je suis trop agité avec une émotion comme la colère, comme aussi l'angoisse, la tristesse parfois, et on a parlé de ces pensées qui se répètent, etc. Donc là, je suis parti en boucle et je vois plus clair, en particulier lors d'une crise, que ce soit une crise de colère, mais aussi lors de moments qui sont peut-être à l'opposé, quand je suis où l'enfant est dans son lit et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien que ces pensées qui prennent alors beaucoup de Oui. place, et donc des techniques pour dire wow, wow, wow. On va remarquer ce qui se passe, on va l'observer, on va créer un peu de distance et du coup, bah, ça se calme automatiquement. Parfois, c'est une théorie. Parfois, évidemment, comme parents, on se fâche parce que c'est juste pas possible, parce qu'on est au restaurant et on l'a déjà dit 10 fois et on est quand même gêné pour les autres et il y a ta ta ta. Donc, évidemment, il y aura toujours, hein, des crises et c'est de dire, ben, c'est ok, hein. Là, je prends un autre exemple. On est au restaurant parce que ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. En plus, c'est gênant, hein, Jean-François, parce qu'on nous connaît. Ah, il y a le neurologue avec ses livres sur la Ah oui. méditation. Ah, son épouse, la psychologue. Là, ça doit être parfait. Alors ça, c'est très loin de parfait. Dans un fameux restaurant où on est très très gêné et pourtant on ne devrait pas être gêné parce que évidemment les parents qui sont là, ils savent que parfois on doit faire avec. Donc, mettez pas la barre trop haute, hein. On va pas attendre de la méditation que ça va tout résoudre, hein. Parfois, on veut des résultats et vite. Ben, c'est pas une compétition. Là, on fait ce qu'on peut. Et justement, le lâcher prise, il est clé. Donc, d'essayer et d'accepter aussi que parfois ça va marcher mieux qu'à d'autres moments. Mais cette boule de neige, ça a aidé aux enfants. On le partage. Et donc l'histoire que mon épouse partage là, c'est exactement ça. C'est utiliser des images. Il y en a d'autres. C'est aussi ce qu'on utilise dans l'hypnose, d'ailleurs, hein, Oui. cette capacité à aussi faire vraiment partir dans sa bulle, faire de l'imagerie visuelle, on peut en parler. Donc tout cela, c'est des moyens, chaque enfant est différent, hein. Donc l'un va être plus facile de partir dans son monde imaginaire, un autre, il a besoin de concret. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes histoires et à chaque parent de voir un petit peu le petit à ce moment-ci, qu'est-ce qui marche le mieux ou peut-être qu'est-ce qui marche pas et c'est comme ça, c'est de toute manière une phase.
On parlait de l'excitation dans le restaurant pour un enfant qui peut-être est surstimulé ou qui même a faim, donc il y a des besoins fondamentaux qui sont là en train de s'activer, donc l'enfant va peut-être effectivement être agité. Le parent, en effet, va avoir ce spectacle d'agitation, donc peut-être aussi par neurone miroir va se sentir aussi dans l'excitation, peut-être aussi il va penser à ce jugement que pourraient avoir les autres, et c'est encore plus valable pour vous qui êtes connus, mais les parents aussi ont ce biais quelque part de généralisation et un peu de négativité en se disant ah ben je vais être visé, je vais être jugé, et c'est ça qui est quand même intéressant. Alors bien sûr c'est pas du 100% de réussite, c'est ce que vous évoquiez, on fait de notre mieux, mais se dire finalement les jugements, je peux les observer, je peux devenir spectateur de cela, et ça fait retomber la pression. Là, je suis en train de penser que les gens sont en train de me juger. Le fait de prendre cette distanciation, je trouve que c'est intéressant, c'est de la pleine conscience aussi. Mais alors, c'est pas évident, encore une fois, hein, parce que souvent c'est le corps qui réagit avant la pensée, mais on peut s'entraîner à faire cela. Je suis en train de penser que. Absolument, absolument. Et donc, je crois beaucoup dans cette capacité de, malgré ce qui nous est arrivé dans la vie, hein, parce que parfois, là, je sais pas, moi j'ai beaucoup beaucoup de chance. Hein, on a 5 enfants en Ouais. bonne santé, on gagne bien notre vie, il y a une maison, il y a une sécurité. C'est vraiment pas le cas pour tous les parents. Donc là, Mm. on a facile à parler de notre pleine conscience quand on n'arrive pas à payer les factures, quand il y a un enfant malade, etc., ou des situations vraiment dramatiques. Donc, on est conscient de ça, et néanmoins, cette possibilité, malgré ce qui m'arrive, j'ai cette liberté, j'ai quand même ce choix euh, de décision, et donc cette fameuse pause, ce moment de réflexion, c'est extrêmement, extrêmement important. Euh, à chacun de trouver ce qui convient le mieux. Euh, Pas le voir nécessairement comme un exercice formel. Donc dans le livre, Mm. c'est des petites histoires, mais parfois là, j'arrive même pas à raconter mon histoire parce que c'est juste Mm. trop sauvage. Et c'est comme ça. On fera autre chose. À la maison, on fait beaucoup ces exercices de respiration. Et il y a aussi une composante où, parce que l'émotion, c'est ce qui est dans ma tête, mais c'est aussi ce qui est dans mon corps. Hein. Mm. Euh, et si j'ai une colère, ben, mon corps est émotion. Ma fréquence cardiaque qui augmente, ma tension artérielle, ces hormones de stress, cortisol, noradrénaline. Et donc de se dire, il y a un moyen où je peux stimuler, sans prendre une pilule, hein, parce que si je vais Ouais. prendre mon verre d'alcool ou je vais prendre mon Xanax, oui, ça va avoir un effet, mais c'est pas nécessairement le papa Mm. ou le parent inspirant qu'on veut être. Mais si j'arrive à l'observer et à juste expirer de manière contrôlée, lentement, je stimule ce qu'on appelle le système parasympathique. Parasympathique. Donc c'est le fameux frein qui va faire que ma fréquence cardiaque, elle va diminuer, ma tension artérielle, ces Mm. hormones de stress, cortisol, noradrénaline. Donc le défi, c'est souvent la première respiration, hein, parce que comme parent, parfois on est aussi parti, et donc l'enfant est en colère, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 fois, ça fait 20 fois que je l'ai dit. Là, je monte ma voix, je me mets aussi en colère, et c'est parti. Donc, si j'ai cette lucidité de dire wow, 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 là, plus que c'est compliqué, plus que moi, je sais j'ai besoin de calme, et que je Oui. vais parler différemment, et que je vais moi déjà prendre contrôle de ce qui se passe là-haut, et permettre à l'enfant d'aller dans sa bulle, de prendre sa pause, de aller ailleurs, et puis de revenir quand ça va et qu'on peut faire des choses ensemble. Donc, différentes manières le mettre en pratique, euh, mais à nouveau, une conviction, et là je parle comme neurologue, mais aussi comme scientifique, que on peut changer. Hein, parce que j'ai beaucoup de patients, Jean-François, qui me disent, mais vous savez, c'est comme ça dans notre famille.
Ma maman, c'était pareil. Mon Oui, frère, c'est pareil. Et qu'on parle d'angoisse, de dépression, de colère. Euh, oui, et en même temps, les études en génétique montrent qu'il y a beaucoup plus qu'on pensait euh, qui va impacter même comment ces gènes vont s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. oui, Donc oui, ce que je fais, même ce que je pense, a vraiment un impact. Et donc ça me donne la liberté de, un, ce qui se passe dans ma vie, ce que je ne contrôle pas toujours, ce qui est inscrit dans mon ADN, là, que je veux dire, ben, c'est pas de ma faute, c'est juste ma famille, je suis comme ça. En plus, avec mon passé, oui, certainement, c'est une réalité, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que les études montrent qu'on peut quand même, et malgré tout, décider comment on va réagir. À nouveau, on parle de méditation, mais il n'y a pas que ça. Le sommeil, parce qu'on parlait du restaurant et qu'ils ont faim, c'est clair que là, c'est compliqué. Euh, mais aussi quand ils sont fatigués, hein, ou oui, quand moi je suis fatigué. Donc, pour ça, j'ai fait d'ailleurs un livre, Le sommeil, c'est bon pour oui. le cerveau. C'est vraiment vrai, les deux ensemble, hein. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Si j'ai pas bien dormi, ça va être compliqué aussi Oui. de faire tout ce que je dis là. Je vais être beaucoup plus inflammable, c'est vrai pour les enfants. Donc, et en même temps, on sait que un enfant, ça dort pas toujours comme un bébé, hein. Cette expression dormir comme un bébé, c'était pas un parent. Ça dort, mais pas toujours quand on veut que ça dort. Parfois c'est malade, il y a du vomi partout, il y a de la Eh oui. fièvre, il y a des cauchemars. On a bien être prof de méditation, il faut gérer et surtout accepter. Voilà, là c'était une mauvaise nuit, on sait demain ça, on va pas mettre la barre trop haute, Oui. mais ça passe. Oui. Et alors, ça passe, et comme les émotions d'ailleurs, hein, c'est ce que vous notiez, hein, le fait que ben voilà, ça passe quoi. Une fois qu'on les a accueillis, etc. Tout cela passe. Ce que j'aime particulièrement dans ce livre, il y a beaucoup d'aspects qui me plaisent. Déjà, c'est qu'il est complémentaire avec celui que vous avez également édité, donc Méditer avec le docteur Stephen Norey, où il y a beaucoup d'exercices pour pratiquer simplement la méditation de pleine conscience, la pleine conscience au quotidien, y compris en marchant, en faisant du sport, en cuisinant, bref, tous ces petits moments où on va être pleinement conscient et surtout où on va avoir un peu ce sentiment d'impuissance qui va disparaître. Parce que c'est un problème chez le parent. On est dans des automatismes et on se rend compte que déjà on ne peut pas contrôler les enfants, on ne peut pas contrôler non plus les émotions, etc., etc. Mais grâce à ces petits moments où on va réussir à reprendre le pouvoir sur notre vie, on va gagner aussi en confiance et on va se sentir mieux en général, plus calme et plus apaisé, je trouve. Tout à fait. Oui, on est euh, parfois trop sévère Mm. avec soi-même et c'est une invitation à être déjà son meilleur ami, de s'aimer soi-même, de faire de auto-compassion, hein, Oui, euh, à nouveau à travers d'une série d'exercices qui sont assez faciles à proposer. Par exemple, de terminer la journée avec des justement pensées positives, hein. Pas positif, c'est de dire ok, euh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui était vraiment chouette. oui, C'est parfois des petites choses. Là, j'ai pris euh, un café avec un ami où j'ai passé un moment avec mon enfant, une petite promenade, vraiment adoré ça, et de dire merci aussi, hein, d'être un peu gratitude. de la gratitude. Et ça, on peut le faire lors du poutou du soir. Tiens, Mm. hein, je dis, petit Louis, euh, trois choses là que t'as bien aimé aujourd'hui. Il y aura un truc à l'école, il y a ah, tiens, la promenade ce matin avec toi papa, ou on a fait des cookies avec maman. Euh, c'est doublement intéressant parce que ben, ça nous invite à réfléchir à ces beaux moments, hein. Même dans des journées où c'était plus compliqué, il y a quand même toujours un petit truc où on se dit ah ça finalement ça m'a fait du bien et, et en plus de dire merci pour cela et donc de Mm. s'endormir avec oui ces idées
positif qui va me permettre d'avoir un bon sommeil, d'avoir des plus beaux rêves, hein, parce que le rêve c'est important pour justement trouver cette stabilité émotionnelle, de faire face aussi à ces traumas, l'enfant qui peut-être a eu des difficultés avec un copain à l'école. Euh, voilà, ça c'est peut-être un petit exercice à proposer aux parents, de finir, nous, la journée avec trois choses qui nous ont fait du bien, et puis d'inviter aussi son enfant à les identifier et à dire merci ensemble. C'est aussi prouvé scientifiquement d'ailleurs les bienfaits de la gratitude et je crois même que ça a été étudié dans le cadre de la psychologie positive, me semble-t-il. Tout à fait. Donc moi j'aime beaucoup la psychologie positive et euh, c'est super de voir de plus en plus de soignants, de psychologues, de médecins qui vont s'intéresser à cela, même s'il y a encore quand même du boulot à faire, hein, parce que trop souvent on, on est un peu paresseux quand même. Je le vois dans ma consultation, maintenant en vidéoconsultation, j'ai beaucoup de patients d'un peu partout qui me contactent et ils ont des troubles du sommeil ou justement des angoisses, des burn-out, dépression et parfois ils sont un peu déçus qu'ils sortent pas avec une prescription, hein. Et oui, c'est important qu'on a ces anxiolytiques, ces antidépresseurs, même les antidouleurs, les somnifères, mais il n'y a pas que ça. Je pense, et aujourd'hui ma mission, donc là au Canada, on a une chaire d'excellence de recherche en neuroplasticité, c'est exactement ce dont on parle, c'est d'utiliser ces technologies, ces scanners, etc., pour montrer l'impact de mes habitudes de vie, y compris la méditation, le sommeil, euh, et inviter le citoyen à prendre un rôle plus central, plus actif. Et donc c'est très complémentaire. Je n'aime pas trop ce mot médecine alternative. On Oui. a une tendance à polariser, hein. Aussi les Mm. patients maintenant avec le livre sur la méditation qui viennent me trouver, moi, me disent mais je ne veux pas des médicaments, je suis contre les Mm. médicaments. Ben, là quand mon enfant a une méningite et je vous vois aux urgences, ben, il n'y a pas de discussion. On est très très Mm. heureux qu'on a cette médecine hyper spécialisée, hyper technologique. Ça sauve des vies et en même temps, il y a toute une série d'autres choses qu'on peut faire. Et donc là, c'est pas un quick fix, hein. C'est pas juste Oui. avaler une pilule. Si il faut une pilule, heureusement qu'on les a, mais en même temps, parfois on oublie qu'il faut inviter le patient et aussi l'accompagner. On utilise encore trop peu les psychologues, il y a encore trop de tabous, hein. Mm. Si notre enfant aussi, il se casse un bras, ben on comprend que ça ne va pas, hein. Il ne pourra pas faire Oui. ses devoirs, etc. Mais s'il y a quelque chose là-haut qui va moins bien, ben là, il y a encore beaucoup de stigmatisation, hein. Allez, fais un effort, allez, tu... Mais en fait, il faut continuer à démystifier, hein, tout ce qui se passe au niveau mental, ce qui est invisible, mais voilà, aussi réel et nécessite certainement les mêmes professionnels de la santé. C'est ok d'aller voir un psychologue. Parfois, c'est un défi de trouver quelqu'un avec qui ça résonne, mais Oui. euh, c'est quand même important. Là, j'invite tous les collègues médecins de ne pas l'oublier, hein. Notre métier, c'est pas Oui. uniquement prescrire des pilules. C'est pour ça que j'interroge régulièrement hein, des psychologues, des neuropsychologues, et justement pour démystifier cela et un peu supprimer ou essayer de supprimer les blocages et les préjugés. J'ai encore eu une discussion il n'y a pas si longtemps d'un père, d'un homme donc, qui avait tous ces préjugés-là en disant bah non, je vais quand même pas pousser la porte d'un psychologue, je ne suis pas fou. Et au fil de la discussion, eh bien, il s'est rendu compte qu'en effet, il avait été exposé à des violences éducatives notamment, et que tout seul, c'était compliqué, c'était même quasiment impossible de pouvoir s'en sortir. D'où l'intérêt de pouvoir demander de l'aide et avoir aussi ce... C'est aussi de la pleine conscience finalement de se dire j'ai subi, j'ai identifié que j'ai subi j'ai un psychotrauma et j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir y aller. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ces histoires parce que il y a un chat
qui est en tant que médiateur. Et finalement, ce Je le chat qui cherche, a... il est dans la pièce à Ah, mais en côté. Et plus, là, il existe. ah oui, tout à fait. Petit chat, c'est le maître zen. Je vais vous Oui. envoyer une photo avec le Ah, bah, chien aussi, il existe, hein, donc c'est vraiment les deux petits et le chien qui est un peu foufou et le chat donc le qui chat donne, oui, la sagesse. et le Ah non chat. non, lui, c'est le plus zen de la famille, Jean-François. Et je trouve que c'est plutôt c'est très fin justement de faire intervenir ce médiateur qui signifie en effet qu'on a quand même besoin de ce point de vue extérieur à un moment pour pouvoir nous guider, nous donner un point de vue sur un problème que si on reste au même niveau que ce problème, nous ne pourrions pas justement apporter de solution. C'est Einstein qui parlait de cela et je trouve qu'effectivement cet apport-là est précieux. Tout à fait. Donc pour nous donner les outils, parce que finalement c'est les enfants, hein, c'est Louis et Margot qui vont le faire, mais en effet ils sont invités par le chat qui peut être le psychologue, et Oui, c'est très important de ne pas avoir peur de cela. Ben, certainement s'il y a des traumas, là dès qu'il y a un problème qui impacte la vie de tous les jours ou le bon fonctionnement à l'école, il faut vraiment en parler à votre médecin qui va vous envoyer vers des psychologues, il faut aller trouver des professionnels de la santé. Et à côté de cela, vraiment pour chacun de nous, hein, pour apprendre comment je gère mes émotions, hein, parce qu'il n'y a pas que le moins rationnel cartésien, oui. il y a quand même beaucoup plus, et je continue à... euh, ben, je pense qu'on le néglige, hein, dans le système scolaire, et donc invitation certes aux politiciens. C'est pas bouddhiste, hein, parce que parfois on Hmm. va trop associer la pleine conscience. Et oui, dans les livres je parle de Mathieu Ricard, mais c'est de toutes les cultures, de tous les temps, hein. Il y a beaucoup maintenant de lecteurs chrétiens qui me disent, ben, nous aussi on a ça dans notre tradition. La prière peut aussi être vue comme une forme de méditation. Je le vois ici, on étudie les Amérindiens, hein, les autochtones Oui. ici au Canada. C'est incroyable, cette richesse, elle n'est pas écrite, mais à nouveau, on utilise les neurotechnologies pour le documenter. Ben, je parlais pour une conférence en Australie, ben, les Aboriginals là, qui me disent, ben, nous, la pleine conscience, on le fait depuis déjà avant l'histoire écrite. Donc certainement, ne voyez pas ça comme un truc bouddhiste, hindou, non, hein, Voire c'est ésotérique hein, vraiment parfois. Hmm. ésotérique, j'y crois pas. C'est pas une question d'y croire ou pas, c'est déjà démontré par les neurosciences cognitives, et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. Et je pense, dans cette époque avec l'intelligence artificielle, on est hyper connecté, virtual reality, le metaverse, ben, le défi c'est de reconnecter avec soi-même, hein, Hmm. notre humanité, et c'est là où je pense que l'école doit changer aussi. Il n'y a pas que la Oui. connaissance là, il y a ChatGPT maintenant qui avec Wikipédia, avec Google Translate, il y a beaucoup d'outils là pour nous aider, mais ça ne m'aide pas pour ce qui compte vraiment, hein, les valeurs, l'amitié, le sentiment. L'ordinateur, il sent rien du tout, il peut pas Hmm. faire un burn-out. Donc, important de ne pas le négliger. Et ces petits livres, si ça peut aider à le traduire un peu vers ce qui est possible de manière informelle, parce qu'on peut vraiment le donner une place dans nos vies actives sans dire, voilà, il faut 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Ça, si le matin, je dis à Vanessa, mon épouse là, Chouk, tu t'occupes des enfants, moi je vais me mettre sur mon coussin, ça va pas marcher. C'est clair, c'est clair. Donc oui, l'acquisition de ce livre est quasiment l'occasion, une occasion en or justement pour poser des rituels, des habitudes, sans être trop formel, hein, c'est ce que vous disiez, mais pour comme ça saupoudrer nos journées de plus en plus de pleine conscience et aussi favoriser un attachement sécure avec les enfants parce que se mettre avec les enfants et lire une histoire avec eux, pouvoir évoquer des métaphores et faire des exercices aussi avec eux, ben, ça permet à l'enfant de se sentir en sécurité et aux parents aussi peut-être de réparer, de guérir son enfant intérieur, en tout cas l'enfant qu'il a été, et qui n'a peut-être pas bénéficié de cette sécurité et de ce calme à ce moment-là. Donc je trouve que c'est parmi les bienfaits, il y a également la théorie de l'attachement qui vient démontrer cela, quoi.
Je voudrais qu'on termine avec un sujet. Et si vous voulez bien. Il y en a pour 3 minutes peut-être, mais j'espère peut-être moins. Simplement ceci. Justement, on en parlait. Euh, Comment on peut aborder cela? C'est-à-dire Alors, qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on regarde de plus en plus ces écrans. S'agit-il de pleine conscience ou plutôt d'autre chose? ben, je pense qu'on ne peut pas retourner au Moyen Âge, ça fait partie Oui, de la vie de nos jeunes. À nous de donner une place à ces technologies, hein. Donc c'est à nouveau cette recherche d'un équilibre. C'est formidable qu'on est connecté à plein d'autres personnes. Il y a aussi des dangers, ça c'est clair. Il faut protéger nos jeunes. Ça c'est la régulation, hein, contre les publicités, contre quand même des personnes qui n'ont pas nécessairement des bonnes intentions. Ça, il faut clairement une régulation, je suis convaincu. Comme parents, ce qu'on peut faire, ben déjà, donner le bon exemple. Moi, je passe aussi du temps. Donc, mes mm, enfants, ils me disaient, papa, regarde un peu ce que tu fais toi. Donc, il y a des applications qui vont nous aider à se protéger contre nous-mêmes, hein, qui vont couper Instagram, TikTok, etc. après X temps. oui, À nouveau, cette prise de conscience, le feedback, ces machines me disent, t'as passé combien de temps oui, devant tes différents écrans, que ce soit ton MacBook, ton iPad ou n'importe quelle tablette et ton smartphone, et donc de vraiment les limiter, hein. Il peut y avoir des mots de passe qui sont introduits par quelqu'un. Donc, c'est clair que la technologie est là, va prendre un rôle de plus en plus important. À nous de ne pas oublier justement ce contact avec notre humanité, aussi avec la nature, la planète, hein. C'est super important. Je ne crois pas que il y a que la technologie qui va nous sauver. C'est justement mm, le défi de l'utiliser de manière positive. On fait aussi des études ici avec l'équipe pour justement montrer que ben, des jeux vidéo, ce n'est pas que mauvais, hein. Donc ils mm, sont beaucoup mm. plus vite que nous là pour apprendre une série de choses. Leur temps de réaction, ça aussi, ça stimule justement ce monde imaginaire. Mais évidemment, trop, c'est trop, et là, ça peut devenir neurotoxique. Là aussi, les études le montrent. Je pense que le défi d'investir dans le bien-être mental de nos enfants, mais ça va juste encore être plus important, hein, dans les années à venir, et le rôle de ces neurotechnologies. Donc, à nouveau, à nous de donner le bon exemple et de permettre à nos enfants de bénéficier de cela de manière positive, et c'est certainement possible, euh, sans en devenir esclave, parce que là, les algorithmes, ils sont très très bien faits pour que je continue Mm. à pousser sur ce bouton, et donc là, je peux à nouveau, hein, la fameuse boule de neige, Oui, là, je vois plus clair, et ça va me donner mal à la tête. Et les enfants le constatent eux-mêmes. Donc moi, je crois oui, beaucoup, beaucoup, Jean-François, dans la motivation. Si moi, je vais dire, et maintenant tu arrêtes, on va discuter ensemble, mais pourquoi c'est important de ne pas trop être sur son écran. Et puis c'est lui qui va décider, ouais, là ça suffit. oui, C'est la même chose pour le sommeil qui est tellement important. Si moi je vais lui dire, et maintenant tu dors, c'est mm, compliqué. Là, le petit Louis, et je le raconte dans le livre sur oui, le sommeil, je lui ai expliqué, si tu veux être grand comme ton grand frère, eh bien, l'hormone de croissance, elle est produite dans le sommeil lent. Et alors il dit, hé papa, là, moi je veux être grand, hein, euh, je décide que je vais aller au lit, et ça me fait du bien. Donc, d'être là pour l'accompagner, et puis c'est lui qui va trouver sa motivation, et ça c'est beaucoup plus fort que n'importe c'est ça. quelle autorité. Donc non jugeant, pas de reproche, justement, ça rentre vraiment dans cette logique de pleine conscience et donner les clés, la responsabilité effectivement à l'enfant de faire des choix en conscience parce qu'il a les informations et parce que au fil des jours, grâce à ses pratiques aussi, il a fait travailler cette partie du cerveau. On est d'accord que c'est bien celle-ci donc qui travaille hein, pour Oui, lorsqu'on ben, il y a pratique de plus beaucoup, en plus de pleine beaucoup. conscience. Bon, bien d'autres bien sûr, mais oui, C'est clair que on peut stimuler ces interactions entre le cortex préfrontal, le cortex singulaire, le cortex insulaire. hum, hum, C'est pas hum. comme un moteur de voiture. Et les émotions sont importantes. On ne veut pas devenir non plus des robots, ou que nos Bien enfants sûr, sont des robots. Ça, c'est oui, impossible et pas souhaitable. tout à fait.
Merci beaucoup Merci pour cet beaucoup. entretien. À très bientôt, j'espère, parce que vous avez écrit de nombreux ouvrages et j'aimerais beaucoup de nouveau vous entendre dans l'avenir. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, merci Bye. vous aussi.